Aéroport international Gregorio Luperón de Puerto Plata en République dominicaine. 6 février 1996. En hiver, cette petite île des Caraïbes est une destination très prisée. Un groupe de touristes allemands est en retard. L'avion à bord duquel il devait embarquer à destination de Francfort a été victime de problèmes mécaniques et la compagnie aérienne en a loué un autre pour assurer le vol. Il s'agit d'un appareil appartenant à la compagnie charter turque Birgener. Un de ces 757 attend sur le tarmac depuis près de 3 semaines. Mais il faut quelques heures pour le préparer en vue du vol et pour réunir son équipage turc. À 22h15, l'avion et la majeure partie de son personnel de bord sont prêts. Plus de 4 heures après l'horaire initial prévu pour le décollage, les premiers passagers commencent à leur tour à embarquer pour un vol de 9 heures à destination de l'Allemagne. Alpha Lima Whiskey 301. Peu après 23h30, le vol Birgener 301 reçoit l'autorisation de partir. Quelques instants plus tard, il roule jusqu'au seuil de piste. PNC, asseyez-vous pour le décollage. Annonce cabine terminée. L'officier pilote de ligne l'OPL Ekut Gergin a peu d'expérience sur Boeing 757. En effet, il totalise moins de 75 heures de vol qu'il a accumulées au cours des 3 derniers mois. A l'inverse, le commandant de bord Ahmet Erdem, un des pilotes les plus expérimentés de la compagnie, totalise plusieurs milliers d'heures sur ce type d'appareil. Alpha Lima Whiskey 301, prêt à décoller. 301 autorisé à décoller, piste 08. Autorisé à décoller, piste 08. 301, merci. Bon vol. Bon vol. Bon vol. Moulis Evrenesoglu est pilote de relève. Comme l'OPL, il vole sur 757 depuis moins de 3 mois. Tandis que l'avion accélère pour atteindre sa vitesse de décollage, de la bruine commence à tomber. Réglage puissance. Reçu. Ekut Gergin vérifie son anémomètre comme l'exige la procédure. Lorsque l'avion accélère pour atteindre sa vitesse de décollage, l'OPL annonce 80 nœuds. 80 nœuds. Compris. En théorie, le commandant de bord doit vérifier que son propre anémomètre affiche aussi 80 nœuds. Mon anémomètre ne fonctionne pas. Les deux appareils devraient indiquer la même vitesse. 120. Mais ce n'est pas le cas. Le vôtre marche? Oui. Vitesse? Ahmet Erdem veut que son EPL lui indique quand l'avion atteindra sa vitesse de décollage. V1. À 277 km/h, l'avion arrive à V1, le point de non-retour. Rotation. Le commandant tire sur le manche-pilote pour faire décoller l'avion. Vario positif, rentrez le train. Vario positif. Train rentré. À 23h42, le 757 s'envole. Quelques secondes plus tard, l'anémomètre du commandant Erdem s'anime. On peut arrêter les essuie-glaces? Oui. Essuie-glace arrêté. Puissance de montée. Reçu. L'OPL réduit la puissance moteur pour monter progressivement jusqu'à l'altitude de croisière. 301, passé sur le canal de Saint-Domingue, 124, décimale 3. 124, décimale 3. En montant de 2500 pieds, 760 mètres, l'OPL prend contact avec la tour de contrôle principale de l'île située à Saint-Domingue. Alpha Lima Whiskey 301, montez et maintenez au niveau de vol 280.
Pilote automatique central. Pilote automatique central en fonction. Merci. 1 minute 30 après le début du vol, le pilote automatique prend le relais. Les ordinateurs de bord effectuent désormais tous les calculs et toutes les manœuvres nécessaires pour assurer la montée du 757 en toute sécurité. Mais presque aussitôt, l'un d'eux signale un problème. Rudder ratio, Mach Speed Trim. 2 alarmes signalent que l'avion vole beaucoup trop vite. Pourtant, l'anémomètre de l'OPL indique que le 757 gagne de l'altitude à une vitesse normale de 220 nœuds, environ 400 km/h. Il y a un problème. Ignorant tout de l'incident, l'aiguilleur du ciel ordonne au vol 301 de poursuivre sa montée. Alpha Lima Whiskey 301, rappelé à Pokeg. Reçu 280, rappelé à Pokeg. 301. C'est fou, vous voyez? Dans le poste de pilotage, la situation s'aggrave. L'anémomètre de l'OPL indique désormais que l'avion vole beaucoup trop lentement. Le mien indique seulement 200 et une vitesse décroissante. Mais celui du commandant signale que l'avion va bien trop vite, à 325 nœuds, soit 600 km/h. Aucun ne fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vérifiez les disjoncteurs. Bien, commandant. Alors que la première alerte disparaît, une autre plus insistante la remplace. Le voyant de survitesse indique que l'avion approche les 350 nœuds, la vitesse maximale tolérée par un 757 à cette altitude. Bon, c'est normal. Enlevez le disjoncteur de l'anémomètre. Lorsqu'on réenclenche le disjoncteur, l'alarme s'arrête. Mais le problème n'est pas résolu pour autant. L'anémomètre du commandant indique toujours que l'avion vole beaucoup trop vite. Il affiche 350. Perturbé par ces données contradictoires, le commandant de bord décide de faire ce que l'avion lui demande, ralentir. Les conséquences sont terrifiantes. Le 757 se met à vibrer et l'équipage s'efforce de régler le problème. La vie de 189 personnes est en jeu. Et pour le vol Birgener 301, les ennuis ne font que commencer. Retentit alors un bruit de mauvais augure, celui du vibreur de manche. L'avertissement du vibreur signale l'imminence d'un décrochage. Ça signifie que l'avion est sur le point d'atteindre une vitesse si basse qu'il risque de ne plus pouvoir se maintenir en l'air. L'urgence est si sérieuse que le manche-pilote se met à vibrer en provoquant un cliquettement bruyant qu'il est impossible de ne pas remarquer. Ajoutant encore à la confusion, l'avion se met lui aussi à vibrer et à basculer brusquement. Je suis sûr que tous les passagers savaient qu'il se passait quelque chose d'inhabituel, car l'avion s'est mis à vibrer très violemment. Et les ennuis ne s'arrêtent pas là. L'ADI, l'indicateur directeur d'assiette, est un cadran rond. Sur cet avion, il s'agit d'un écran, bleu en haut et marron en bas, qui indique non seulement le tangage, mais aussi le roulis. Le bleu représentant le ciel, plus il y a de bleu, plus l'avion est cabré. Et à cet instant, l'ADI montre que l'avion est dangereusement dressé. Puis, à plus de 7000 pieds, soit 2100 mètres au-dessus de l'océan, il bascule sur sa droite et se met à plonger. À partir du moment où le vibreur se déclenche, l'équipage doit prendre des mesures adéquates pour régler le problème. Sinon, il va perdre le contrôle de l'avion. Son temps de réaction est compté. S'il laisse l'avion décrocher, conserver le contrôle de l'appareil va s'avérer très difficile.
Le commandant Erdem s'efforce de faire remonter l'appareil. Baissez le nez. Il n'y a que quelques milliers de mètres pour faire cesser un décrochage qui risque de sonner l'arrêt de mort de l'appareil. Ses collègues moins expérimentés prient et avancent quelques suggestions. Poussez. ADI. 301, code transpondeur 3770. Attendez. Le contrôleur aérien ne sait toujours pas que le vol 301 est en grand danger. On ne remonte pas. Qu'est-ce que je dois faire? Mettez-nous en palier, notre altitude le permet. L'avion chute à toute vitesse. 5000 pieds. Ahmet Erdem doit piloter un avion qui n'est plus pilotable. Manette de puissance. Écoute Guerguine pousse la manette des gaz à fond, mais sans résultat. L'avion part en vrille en plongeant vers l'océan. Redressez. Qu'est-ce qui se passe? Alpha Lima Whisky 301, Saint-Domingue, parlez. Alpha Lima Whisky 301, Saint-Domingue, parlez s'il vous plaît. Moins de 5 minutes après le décollage, le vol Birgener 301 disparaît de l'écran radar. La marine dominicaine commence à chercher l'avion et ses passagers. En route, je me demandais ce que j'allais trouver. Je pensais que ce seraient des gens en train d'hurler et d'appeler à l'aide. Mais ce que les marins découvrent est bien différent. Une forte odeur de carburéacteur plane au-dessus de l'océan et des morceaux d'avion flottent à la surface. Je me suis dit, il n'y a pas de survivants. On n'en a vu aucun et on n'a même pas vu de corps. L'avion s'était désintégré à l'impact. Au bout de quelques heures, ce ne sont plus seulement des morceaux d'avion qui flottent. À 5h20 du matin, quand les cadavres ont commencé à remonter, j'ai été profondément triste. Et je n'étais pas sûr d'avoir la force de continuer à travailler. Les recherches se poursuivent le lendemain à la lumière du jour. Des navires de secours dominicains et américains ratissent un périmètre de 1300 km² pour trouver des survivants. En vain. C'est alors au bureau d'enquête sur les accidents aéronautiques de la République dominicaine de découvrir la cause du drame. Nous avons établi notre quartier général dans un hôtel sur la plage de Cabarete, au sud du lieu de l'accident. Dans les jours qui suivent, les enquêteurs, les journalistes et des membres des familles des victimes arrivent à l'hôtel. Non loin, des vestiges du désastre s'échouent sur les plages. Des débris d'avions et des objets ayant appartenu aux passagers flottent jusqu'au rivage. Même les plus petits peuvent apporter un indice capital pour comprendre le pourquoi de l'accident. Le NTSB, l'équivalent américain du Bureau d'enquête et d'analyse, vient en aide aux autorités locales. Bienvenue, je m'appelle Emmanuel Souffrante. Le NTSB envoie un enquêteur à Puerto Plata. Une coopération internationale était nécessaire pour comprendre ce qui s'était passé. Robert McIntosh va assurer la liaison avec le siège du NTSB à Washington. Cet accident a été la première grande catastrophe pour un Boeing 757 en pleine mer. L'urgence était d'autant plus forte que l'avion était utilisé par de nombreuses compagnies aériennes américaines et qu'il était vendu à l'international pour le transport de passagers. Pour comprendre ce qui s'était passé, nous n'avions qu'une seule clé. Et cette clé, c'était les boîtes noires.
Comme tous les avions de ligne, le Boeing 757 est muni d'un enregistreur phonique qui enregistre tous les bruits émis dans le poste de pilotage et d'un enregistreur de paramètres qui consigne les données sur le fonctionnement de l'avion. Ces enregistreurs sont équipés de balises acoustiques subaquatiques qui fonctionnent 30 jours à compter de l'immersion. Mais dans cette zone, l'océan a une profondeur d'environ 2200 mètres. Il fallait localiser les enregistreurs avant l'arrêt du signal et les récupérer avant que les données ne soient endommagées par l'eau salée. Donc c'était une course contre la montre. Le NTSB fait appel à la marine de guerre américaine qui dispose d'un sous-marin appelé Curve. Le Curve est un submersible philo-guidé. Il est équipé d'un ombilical qui permet de le diriger. Il n'est pas autonome. Il s'agit d'un appareil télécommandé capable d'intervenir à des profondeurs inaccessibles pour un sous-marin habité. Pendant que le Curve entame son voyage à destination de la République dominicaine, le commandant Souffronte commence à dépouiller ses premiers indices. Un radar au sol a suivi la montée de l'avion dans le ciel nocturne. L'historique du vol est consigné ici. Les enquêteurs étudient les données de ce radar ainsi que les échanges entre le contrôle aérien et l'équipage. J'ai l'enregistrement de la tour de contrôle. Saint-Domingue, bonsoir. Alpha Lima Whisky 301. Alpha Lima Whisky 301, montez et maintenez au niveau de vol 280. 280. Les échanges entre l'aiguilleur du ciel et le vol 301 sont normaux. Les enquêteurs n'y décèlent aucun signe d'anomalie. Le dernier échange n'a été interrompu que par un « attendez ». 301, code transpondeur 3770. Attendez. Rien ici n'explique la chute de cet avion. Qu'est-ce qui avait provoqué un problème qui avait conduit à l'interruption de la trajectoire de vol de l'avion aussi rapidement? C'était la question. Tous les débris récupérés sont acheminés vers une base militaire dominicaine afin d'y être examinés. Les enquêteurs passent au peigne fin des morceaux de cabine, des gilets de sauvetage ou encore des fragments de trains d'atterrissage pour y trouver une éventuelle trace d'explosion ou d'incendie. Les enquêteurs regardent si les gilets de sauvetage ont été gonflés, ce qui laisserait suggérer que les passagers ont été avertis de l'imminence de l'impact. Les cordons de certains de ces gilets sont défaits, mais les enquêteurs concluent que ça tient vraisemblablement à la violence du choc. L'impact a été tel qu'il a entièrement aplati les boîtes de café. Ce faisceau d'indices permet aux enquêteurs de conclure que l'impact a été aussi soudain que violent, mais ils ne trouvent aucun signe d'une explosion. Le commandant Emmanuel Souffronte se demande si l'avion, demandé au dernier moment, était vraiment prêt à décoller. Emmanuel Souffronte. Bonjour. J'aimerais voir le dossier de l'avion de la Birgener. Bien sûr, il est ici. Le voici. L'avion était resté au sol un certain temps à Puerto Plata, et c'est ça qui nous a intéressés. Pourquoi une compagnie laisserait-elle un avion ici? Il s'avère que l'avion n'était pas à terre pour réparation. D'après son dossier de maintenance, il était en bon état. La compagnie n'ayant tout simplement pas eu assez de passagers pour justifier un vol sur le plan financier, elle a fait patienter l'appareil et son équipage en République dominicaine pendant près de 3 semaines. Le dossier de maintenance n'est donc qu'une fausse piste de plus à ajouter à une longue liste. Le Curve arrive au port de Puerto Plata.
Le 28 février, plus de 3 semaines après le drame, ils s'enfoncent sous les vagues à la recherche des vestiges du 757 de Birgener. Il faut déjà 2 heures au sous-marin pour descendre à 2200 mètres de profondeur jusqu'au fond de l'océan. Il transmet ensuite des images de l'épave. Le poste de pilotage était presque à la verticale. La partie avant du nez de l'appareil était cabossée et fissurée. Les indices dont les enquêteurs ont besoin pour résoudre le mystère de l'accident se trouvent quelque part au milieu des débris tordus. Les boîtes noires du vol 301 constituent la priorité numéro 1. Le Curve repère rapidement le signal d'une des balises. Les opérateurs doivent alors guider le submersible jusqu'à elle. Ils doivent voir l'enregistreur pour le récupérer à l'aide des bras du robot. Il ne leur faut qu'1 heure et demie pour localiser la première boîte noire. La première boîte était isolée. Elle était bien visible et les opérateurs l'ont récupérée. Ils ont positionné le bras au-dessus pour ne pas la perdre. Ils entendent également la balise de la deuxième boîte noire. Mais après 2 heures de travail, ils ne parviennent toujours pas à la voir. Ils savaient qu'elle était par là et ils la cherchaient. Mais ils ne pouvaient pas la voir avec les caméras du submersible. Au bout d'un moment, ils ont dégagé des morceaux de métal et ils l'ont finalement retrouvée sous un tas de débris. Les 2 enregistreurs sont remontés à la surface et embarqués à bord d'un avion. Quelques heures plus tard, ils sont au laboratoire du NTSB à Washington, où les techniciens s'apprêtent à récupérer les données qu'ils contiennent. Les enquêteurs espèrent ainsi découvrir ce qui s'est passé à bord du vol 301. Ils ne se doutent absolument pas de ce qu'ils vont y trouver. Compte tenu du déroulement de l'enquête, seuls les enregistreurs pourront leur permettre de connaître le fin mot de l'histoire. L'enregistreur de paramètres était notre clé. Les techniciens se sont mis au travail et ils nous ont fourni des graphiques montrant ce qui s'était passé au niveau des moteurs, de la vitesse R, afin que nous puissions comprendre pourquoi cet avion avait ralenti au point de devenir impossible à contrôler, et puis de tomber dans l'océan. C'est super. Ça nous permet de voir tout ce qu'il nous faut. Ce sont tous les paramètres enregistrés. C'est chronologique. En haut, on a le tangage, la vitesse R, l'altitude. Regardez à 44 secondes. Immédiatement, les enquêteurs remarquent quelque chose d'inhabituel. Cabrage à 15 degrés. Ça paraît beaucoup. Presque le maximum. Et il reste comme ça. Au départ, la montée de l'avion est normale. Pilote automatique central. Mais les enquêteurs découvrent que juste après l'entrée en fonction du pilote automatique, le nez de l'avion se lève et la vitesse R est nettement plus élevée qu'elle ne le devrait. 350 nœuds. Il doit y avoir une erreur. Il y a clairement un problème avec la vitesse R. On s'est dit qu'il fallait peut-être regarder du côté de l'enregistreur phonique pour voir quels renseignements on pouvait en tirer. Passez-nous l'enregistrement. Rapidement, les enquêteurs ajoutent les pièces manquantes du puzzle. 80 nœuds. Mon anémomètre ne fonctionne pas. Ils constatent que le commandant Amaterdem a remarqué que son anémomètre était défaillant.
De votre marche? Oui. Vitesse. V1. Rotation. Pour le commandant, le problème n'est pas assez grave pour interrompre le décollage. Puis, l'enregistrement révèle qu'une fois en l'air, l'équipage a été rapidement submergé par une série d'alarmes. Rudder ratio, Mach speed trim. Le commandant de bord semble de plus en plus perturbé par les messages que son avion lui adresse. Le mien indique seulement 200 et une vitesse décroissante. Aucun ne fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les enquêteurs ignorent pourquoi l'anémomètre du commandant ne fonctionnait pas. Mais ils constatent qu'il se remet en marche au moment où l'avion commence à monter. Bon, c'est normal. Enlevez le disjoncteur de l'anémomètre. C'est une découverte significative qui incite les enquêteurs à s'intéresser à l'appareil qui transmet les données sur la vitesse air aux instruments. Le système Pitot. Il s'agit d'une sonde qui mesure la vitesse air. Elle a la forme d'un tube ouvert d'un côté qui réagit à la pression de l'air. Lorsque l'avion avance, l'augmentation de la pression exercée par l'air à l'intérieur du tube fait bouger l'aiguille de l'anémomètre. Mon anémomètre ne fonctionne pas. Mais si un tube de Pitot se bloque, il envoie des indications erronées aux instruments. Des obstructions des tubes de Pitot ont déjà joué un rôle lors d'accidents d'avion. Ainsi, en 1982, un Boeing 737 s'est écrasé à Washington peu après le décollage, ces tubes ayant été bouchés par la glace. Les enquêteurs supposent que le tube de Pitot relié à l'anémomètre du commandant de bord devait être bouché. Mais cette fois, pas question d'incriminer la glace, l'avion ayant décollé des Caraïbes. On ne savait pas pourquoi il avait été bloqué, mais on se retrouvait face à une situation très intéressante. Et on a commencé à chercher tout ce qui pouvait engendrer ce genre de problème. Monsieur? Emmanuel Souffronte a une théorie et il s'adresse à nouveau aux mécaniciens. Monsieur Souffronte? On n'en a plus besoin, merci. Mais j'ai encore quelques questions au sujet de l'avion de la Birgener. Le mécanicien a posé un adhésif sur le tube lors de l'entretien, comme le veut la procédure. Mais s'il a oublié de le retirer, ce geste a pu provoquer l'accident. Aurait-on pu oublier un adhésif? Non, monsieur, on n'a pas eu à mettre de l'adhésif. On n'a pas touché les tubes de Pitot. Vous avez remis les protections sur les tubes de Pitot une fois l'entretien terminé. Il n'y avait pas de protection. On ne les a ni enlevées ni remises. C'est là qu'on a compris que les tubes de Pitot n'avaient pas été protégés pendant les 25 jours que l'avion avait passé à l'aéroport international de Puerto Plata. La protection se place à l'extrémité du tube et elle doit être posée à chaque fois qu'un avion reste au sol pour une durée prolongée. Cette protection s'accompagne d'une banderole bien visible pour éviter qu'on oublie de la retirer avant le décollage. Mais les tubes de Pitot du 757 de Birgener n'ont jamais été protégés et ils ont dû finir par se boucher. Remonter les tubes du fond de l'océan est le seul moyen pour les enquêteurs de vérifier leur hypothèse et de savoir ce qui les a obstrués. Personne ne pouvait avoir de certitude puisque la preuve se trouvait au fond de l'Atlantique. Même s'ils étaient bloqués, comment les tubes de Pitot ont-ils pu faire tomber un avion moderne? Comment ont-ils provoqué la mort de 189 personnes? Ce n'est pas comme dans une voiture où il n'y a qu'un compteur de vitesse. Sur un appareil de ce genre, il y a 3 indicateurs de vitesse air, ainsi qu'un ordinateur de vol qui calcule la vitesse par rapport au sol. Soyez tous les bienvenus, je m'appelle Robert McIntosh. À l'aide des renseignements fournis par les boîtes noires, les enquêteurs créent une animation en temps réel entre le moment du décollage et celui de l'accident. Voici l'indicateur.
Le commandant comprend que son anémomètre ne fonctionne pas. Le vôtre marche? Oui. La grande question est de savoir comment une indication de vitesse air erronée a conduit à un accident. Il s'en rend compte à un moment où il peut annuler le décollage, mais il décide de continuer. En analysant les faits et gestes du commandant, Vitesse? les enquêteurs découvrent qu'il a laissé une petite erreur provoquer une tragédie. Rotation. Vario positif, rentrez le train. Quelques instants après le décollage, l'anémomètre du commandant Erdem semble fonctionner. Mais les enquêteurs supposent qu'il réagit en fait au changement d'altitude. Puissance de montée. À mesure que l'avion monte dans un air de plus en plus raréfié, l'air prisonnier à l'intérieur du tube se dilate et la pression augmente. En conséquence, dans le poste de pilotage, l'aiguille de l'anémomètre s'anime. Même si c'est l'altitude qui provoque l'augmentation de pression, l'appareil interprète cela comme une augmentation de la vitesse air. Le commandant disposait de 5 sources d'indication de la vitesse air, mais les enquêteurs découvrent qu'au moment où les problèmes ont commencé, ce n'était pas lui qui pilotait. Pilote automatique central. Pilote automatique central en fonction. Merci. Le pilote automatique était engagé, et à moins que l'équipage ne le reconfigure, cet appareil ne reçoit l'indication de la vitesse air que d'une seule source. Souvenez-vous que le pilote automatique ne reçoit ses renseignements que du tube de pitot du commandant, celui qui était bloqué. Les données montrent que les problèmes à bord du vol Birgener 301 ont commencé lorsque le pilote automatique a été enclenché. Une fois le pilote automatique branché, le nez de l'avion commence à se dresser. Les enquêteurs supposent que l'équipage ne s'est pas rendu compte que le tube de pitot bouché envoyait des renseignements erronés au pilote automatique. L'ordinateur a considéré que l'avion volait trop vite et il a relevé le nez de l'appareil pour ralentir. Il se redresse à 15 degrés et il reste dans cette position. Relever le nez fait le même effet qu'utiliser un aérofrein. On ralentit l'avion en créant de la traînée. Le pilote automatique est programmé pour ne jamais relever le nez au-delà d'une quinzaine de degrés, sinon l'avion ralentirait trop et décrocherait. Le pilote automatique est assez intelligent. Il sait déjà qu'il dispose de toute la puissance disponible pour la montée. Donc la seule chose qu'il peut faire, c'est relever le nez, ce qu'il fait dans la limite de ce qui lui est autorisé. Mais cet appareil réagit sur la foi de renseignements erronés. Quelques instants plus tard, il envoie 2 alarmes. Rudder ratio, Mach Air speed trim. L'avion vole trop vite pour être piloté en toute sécurité. L'avion lance plusieurs alertes qui indiquent qu'il perçoit un certain nombre de problèmes. C'est fou, vous voyez? Oui, c'est vrai. Le mien indique seulement 200 et une vitesse décroissante. Aucun ne fonctionne. Les enquêteurs comprennent que le commandant de bord a conclu à tort que les 2 anémomètres étaient défectueux. En fait, celui de son OPL a toujours indiqué la bonne vitesse et l'avion volait effectivement beaucoup trop lentement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le commandant ne sait plus quel instrument croire. Vérifiez les disjoncteurs. Quand les voyants d'alerte s'allument, les pilotes décident de couper certains disjoncteurs, ce qui est plutôt étrange. Débrancher et rebrancher les disjoncteurs est une manipulation que les pilotes de la vieille génération connaissent. Parfois, c'est un moyen de refaire marcher un système défectueux. Rebrancher les disjoncteurs annule les messages d'alerte. Mais l'aiguille continue de monter jusqu'à ce que le voyant de survitesse s'allume. Le pilote automatique déclenche une autre alarme signalant que l'avion vole trop vite, alors qu'en réalité c'est le contraire, il ralentit. À ce moment-là, survitesse apparaît, il vole doucement, mais il croit aller trop vite et la confusion s'installe. Enlevez le disjoncteur de l'anémomètre. C'est à cet instant que le commandant de bord commet l'erreur la plus grave. On constate qu'il tire la manette des gaz. L'avion ayant déjà ralenti, tirer la manette des gaz est une opération désastreuse.
L'équipage se voit alors adresser le message le plus grave qu'un avion puisse donner. Le vibreur se déclenche. Mon Dieu! Mon Dieu! Une alarme secoue les commandes de vol pour dire « Il faut impérativement baisser le nez ». En quelques secondes, Amaterdem se voit successivement notifier que son avion vole trop vite, puis qu'il vole dangereusement lentement. C'est complètement contradictoire. On ne s'attend pas à recevoir ces deux messages l'un à la suite de l'autre. Le pilote automatique est conçu pour se débrancher de lui-même lorsque le vibreur de manche se déclenche. C'est alors au pilote d'éviter le décrochage. Une fois que le pilote automatique arrive à la limite de ses compétences, il dit « J'ai fait tout ce que je pouvais, j'arrête ». À cet instant, celui où le commandant de bord est le plus déboussolé, il se retrouve donc aux commandes. On voit l'avion en haut de l'écran. Les enregistreurs conduisent les enquêteurs à une conclusion incroyable. ADI! Le commandant n'a apparemment pas compris que son avion était sur le point de décrocher, contrairement au pilote de relève. ADI! Ce pilote est intervenu en disant « ADI, ADI ». Ça voulait dire « Regardez l'ADI et remettez-vous dans la position dans laquelle on voit normalement le nez de l'appareil à plus de 5 ou 10 degrés ». Lorsque le pilote de relève dit ADI, il essaie d'attirer l'attention du commandant sur le roulis et le tangage, qui deviennent problématiques. Le pilote de relève veut que le commandant s'aperçoive que le nez est dangereusement relevé. Les enquêteurs entendent Ekut-Gergin essayer de faire passer le même message. Baissez le nez. L'OPL essaie de guider le commandant vers une solution, mais il ne prend pas les commandes. Le 757 a désespérément besoin que de l'air s'écoule sur ses ailes pour retrouver de la portance. Et le seul moyen de s'en procurer, c'est en piquant. Ce qui laisse perplexes les enquêteurs, c'est que l'OPL avait un volant identique à celui du commandant et qu'il aurait pu le pousser pour faire baisser le nez. Il aurait ainsi pu sauver l'avion. Mais il n'a rien fait, si ce n'est avec son collègue, proposer des solutions à un commandant certes plus chevronné, mais dépassé par les événements. On ne remonte pas. Qu'est-ce que je dois faire? Mettez-nous en palier, notre altitude le permet. L'enregistrement montre que le commandant n'a pas tenu compte de ces conseils éclairés qui auraient pu sauver l'avion. Dans l'affaire du vol Birgener, on a un OPL relativement inexpérimenté qui fait équipe avec un des commandants de bord les plus chevronnés de la compagnie. D'un point de vue culturel, il n'est pas bien vu qu'il dise « je vais prendre les commandes de l'avion à votre place ». Au lieu de ça, il essaie d'aider le pilote, de le guider tout en lui laissant les commandes. D'autres cultures, d'autres formations, d'autres compagnies aériennes auraient peut-être incité l'OPL à prendre le contrôle de l'avion. L'atmosphère dans le poste de pilotage fait qu'on révère l'ancienneté et l'expérience, quitte à ce que ça conduise à la mort des gens. Et apparemment, c'est ce qui s'est passé. L'enregistreur de paramètres montre qu'au lieu de baisser le nez, le commandant Erdem a essayé d'obtenir plus de vitesse en poussant les moteurs. L'équipage met les gaz à fond. Manette de puissance. Étant donné l'angle auquel l'avion tombe, les moteurs manquent d'air. Ils ne peuvent pas fournir plus de puissance. Le moteur gauche s'arrête le premier. Le moteur droit tournant à pleine puissance, l'avion part en vrille. L'avion est victime d'un décrochage classique. Il plonge le nez le premier en tournant sur une aile. C'est une situation très dangereuse. Et le fait que l'appareil soit un 757 a aggravé les choses. À l'instar de beaucoup d'avions modernes, le 757 a des ailes en flèche. Elles sont légèrement de biais et tournées vers l'arrière pour réduire la traînée et améliorer la consommation de carburant. Mais ceci a un effet pervers. Les avions à ailes en flèche perdent en stabilité. Ils sont nettement plus difficiles à piloter lorsqu'ils sont au bord du décrochage. Commandant, redressez. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il?
Contrôler un avion à aile en flèche à basse altitude et dans ces conditions était extrêmement problématique. L'équipage n'a pas réussi et l'avion a plongé dans l'océan. Les enquêteurs savent donc désormais pourquoi l'avion s'est écrasé. En revanche, ils ne comprennent pas pourquoi le commandant n'a pas interrompu le décollage. 80 nœuds. Mon anémomètre ne fonctionne pas. À 80 nœuds, si les instruments du pilote et du copilote ne concordent pas, il faut annuler le décollage. B1. Les enquêteurs se demandent pourquoi le commandant a décollé alors qu'il savait qu'il y avait un problème. Si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, quoi que ce soit, à 80 nœuds, il faut annuler le décollage. La décision prise par le commandant a été critiquée, mais le temps qu'il y a pour la prendre est très court. À Puerto Plata, les enquêteurs essaient de comprendre pourquoi Ahmet Erdem n'a pas annulé la procédure de décollage. Cette nuit-là, il pleuvait. A-t-il craint de ne pas pouvoir arrêter son avion à temps? La procédure exigeait qu'il s'arrête. Mais interrompre un décollage quand on roule à grande vitesse est une manœuvre très sérieuse. Les équipages évitent d'y avoir recours si c'est possible. On a bien sûr examiné les paramètres de la piste pour s'assurer qu'elle était assez longue pour répondre à ce genre de situation. Les enquêteurs prennent des mesures précises qui leur permettent de conclure qu'à 80 nœuds, lorsque le problème a été décelé, Ahmet Erdem aurait largement pu arrêter l'avion. Il aurait donc pu interrompre le décollage. Se pose également la question de l'équipage rassemblé dans l'urgence. Les enquêteurs se demandent si la convocation de dernière minute a influencé la décision de décoller. Bergener a réuni un équipage qui ne s'attendait pas à voler cette nuit-là. Il n'était pas assez reposé. Et il est arrivé rapidement. Son emploi du temps a été précipité. Les enquêteurs supposent que cet équipage, qui n'était pas rentré chez lui depuis plus de 2 semaines, avait tout simplement trop envie de repartir. 08, 301, merci. Bon vol. Bon vol. Bon vol. Il s'agit du facteur du mal du pays. On fait fi d'un certain nombre de problèmes mineurs pour rentrer chez soi. Les enquêteurs ne sauront jamais ce qui est passé par la tête d'Ahmet Erdem lorsqu'il a choisi de poursuivre la procédure de décollage. L'avion accélère suffisamment et l'OPL annonce V1. ça signifie qu'on va passer en vitesse de vol. Le temps de la décision est passé et il faut décoller. Rotation. Aussitôt après, ils sont en l'air. Une fois l'avion en vol, le tube de pitot bloqué va faire commettre au commandant une série d'erreurs importantes. Mais qu'est-ce qui a bloqué ce tube? C'est ce que les enquêteurs doivent déterminer pour reconstituer l'enchaînement des événements. Sachant maintenant que c'est le tube de pitot qui a conduit Ahmet Erdem à commettre ces erreurs tragiques, les enquêteurs veulent voir comment la même succession de problèmes et d'alertes affecterait d'autres pilotes. En simulateur de vol, on a tenté de recréer les conditions de la nuit du 6 février 1996. Messieurs, attendez. Le simulateur montre aux enquêteurs qu'une alerte de survitesse suivie par un déclenchement du vibreur paralyse même les pilotes les plus expérimentés. Ces deux alertes contradictoires sont en fait dangereuses. Quand le vibreur s'est déclenché, ça m'a dérouté. C'est déstabilisant. Ça m'a appris que l'alarme McAirspeed, combinée au vibreur de manche, était quelque chose de complètement déroutant pour un pilote de ligne. En conséquence, la FAA, l'aviation civile américaine, publie une directive demandant qu'on inclue dans les formations en simulateur un cas de blocage des tubes de pitot.
L'équipage a fait face à un grand nombre d'alarmes qui n'ont pas cessé de revenir, et chacune est venue compliquer la situation. Beaucoup de voyants se sont allumés, et le commandant s'est retrouvé dans une situation qui s'est dégradée à toute vitesse. Faire voler l'avion est devenu de plus en plus difficile. La FAA demande également à Boeing de modifier certaines de ses alarmes. Ces modifications comprennent l'ajout d'un nouveau système signalant aux deux pilotes que leurs instruments sont en désaccord et la possibilité de faire taire plus facilement certaines alarmes. Enfin, Boeing modifie ses avions pour que les pilotes puissent facilement choisir quel tube de pitot le pilote automatique doit utiliser pour mesurer la vitesse R. Au total, plus de 1400 Boeing dans le monde sont concernés par ces directives. Il ne subsiste plus qu'une dernière question. Qu'est-ce qui a bouché le tube de pitot? Les enquêteurs cherchent activement les pièces en question sur l'épave. En vain. Mais à Puerto Plata, ils n'ont pas besoin de chercher bien loin pour trouver un suspect plus que probable. Et ça n'est ni la glace, ni la poussière. On sait que dans la région autour de Puerto Plata, il y a beaucoup d'abeilles, d'insectes, d'oiseaux et de guêpes qui construisent leurs nids. Les pilotes qui opèrent en République dominicaine connaissent bien un de ces insectes. Il s'agit d'une espèce de guêpe maçonne. Les entomologistes expliquent aux enquêteurs le lien exceptionnel entre cette bestiole et le tube de pitot. Lorsque cette guêpe cherche un endroit pour construire son nid, elle essaie de trouver un emplacement tubulaire. Quand elle doit le fabriquer, elle utilise de la boue et elle la façonne pour qu'elle ait la forme d'un tube. Et lorsque la boue sèche, elle durcit et se compacte. Ces guêpes maçonnes nichent partout où elles peuvent. Dans des anfractuosités, dans les maisons ou dans les tubes de pitot des avions. L'avion a été à l'arrêt pendant très longtemps, 25 jours. Ça a suffi à n'importe quelle espèce de guêpe maçonne pour construire un nid à l'intérieur du tube de pitot. Les enquêteurs concluent donc que c'est sans doute un nid d'insectes qui a bouché le tube non protégé relié à l'anémomètre du commandant de bord du vol 301. Personne n'ayant mis de protection sur les tubes de pitot, à un moment donné, vu la durée de l'immobilisation, une guêpe maçonne a très bien pu s'y installer. Les enquêteurs ont enfin la réponse. Le 6 février 1996, un petit insecte a provoqué un certain nombre d'erreurs qui ont conduit à l'accident d'un gros porteur. Et ce drame a entraîné la révision d'une partie de la conception d'un des meilleurs avions de ligne au monde.